Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Serge Desnoyers, directeur du Bureau de la recherche et de la création de l'Université Laval. Au nom de l'Université Laval, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième activité qui a pour thème les gardiens de l'intégrité à l'ère connectée. Je vous rappelle que cette activité s'inscrit dans le cadre de la quatrième édition de la Semaine sur la conduite responsable en recherche. Cette année, notre programmation veut mettre en valeur l'engagement des héros dans l'ombre ou sous les projecteurs, s'inspire des valeurs de l'intégrité et de l'éthique pour faire avancer la science et la recherche et pour conserver la confiance du public envers la production du savoir et les personnes qui le produisent, c'est-à-dire les chercheurs, leurs équipes et les organisations qui les appuient. La première activité de la semaine, qui a eu lieu lundi, a permis de réfléchir à la manière dont les idéaux de la recherche, la vérité, l'honnêteté, la justice, la transparence, peuvent inspirer des pratiques bénéfiques pour combattre la désinformation. La deuxième activité, mardi, a été l'occasion de mener une réflexion sur les bonnes pratiques et les solutions technologiques permettant de concilier les enjeux scientifiques, éthiques et institutionnels lorsqu'on utilise le placement d'annonces dans les médias sociaux pour recruter des volontaires pour la recherche. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux personnalités reconnues pour leur rigueur et leur lucidité envers les nouvelles pressions auxquelles les chercheurs sont soumis par une recherche plus connectée et décloisonnée que jamais, plus rapide et mondialisée. Dans ce contexte, les mécanismes traditionnels de co-régulation de la recherche sont-ils toujours adéquats et suffisants? Faut-il les repenser? En faut-il plus? C'est ce dont vont s'entretenir nos deux invités que nous avons le très grand honneur d'accueillir aujourd'hui. Madame Marie-Pierre Elie, journaliste scientifique, récompensée plusieurs fois pour la qualité de son travail et connue du grand public pour son apport à l'équipe des décrypteurs et sa collaboration à la revue Québec Science, pour ne citer que ces deux réalisations. Monsieur Rémi Quirion, premier scientifique en chef, dont Québec s'est doté en 2011 et qui, en plus de son dévouement à faire rayonner la recherche québécoise, a toujours affiché avec transparence l'importance qu'il accorde à la qualité de la science et à l'éthique de la recherche. L'adoption d'une politique provinciale sur la conduite responsable en recherche par les fonds de recherche du Québec en 2014 en est une expression concrète. Madame Elie, Monsieur Quirion, c'est un immense honneur et un plaisir de pouvoir ainsi bénéficier de votre expérience et de vos réflexions riches de nuances sur les défis et les opportunités de maintenir un système de co-régulation de la recherche qui soit en phase avec la recherche d'aujourd'hui. Avant de céder la parole à nos prestigieux invités, je vous signale que cette discussion est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la page web de la Semaine sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Vous pouvez adresser vos questions à nos invités par écrit seulement, en utilisant la fonction questions-réponses au bas de votre écran, afin de répondre à notre équipe, afin de permettre à notre équipe de les regrouper par thème, afin que je puisse les adresser à nos invités en votre nom dans la dernière partie de cette heure. Sans plus attendre, je cède la parole à ces invités que vous êtes certainement impatientes et impatients d'entendre. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Bonjour Monsieur Quirion. Bonjour, bonjour. Alors le titre de notre discussion aujourd'hui, les gardiens de l'intégrité à l'ère connectée. Peut-être avant de se demander comment les gardiens peuvent préserver l'intégrité, on devrait faire un tour d'horizon des facteurs qui peuvent compromettre cette intégrité-là. Ce serait quoi, par exemple, selon vous, les principales bêtes noires qui menacent les chercheurs? Bien, c'est certain que depuis quelques années, là, lorsque j'étais actif en recherche, certains les demandes de subventions, d'avoir une approbation par les pairs de ces demandes de subventions-là, et avec des taux de succès qui, à l'époque, ça fait 10 ans quand même, là, on les trouvait assez faibles, dans l'ordre de 30 25-30 %. Aujourd'hui, c'est souvent du 15 % et même un peu moins dans certains. Donc, il y a moins de demandes de financement qui sont acceptées?
Oui, mais il y a plus de demandes, je dois dire. Là. Ben, Le c'est ça. nombre de demandes a explosé et les budgets n'ont pas toujours nécessairement suivi, ce qui fait que les taux de succès sont assez faibles. Donc, une pression euh, additionnelle sur les chercheurs et souvent on doit resoumettre la demande de subvention 3, 4, 5 fois avant qu'elle soit acceptée pour répondre aux critères des comités de pairs. Donc, ça met une pression sur les équipes de chercheurs, ça met une pression sur les publications. Donc, pour aller chercher des bonnes subventions, vraiment une pression à la publication scientifique. Donc, ça aussi, peut-être que des fois, ça met la pression par rapport à tout ce qui est conduite responsable. Et dans certains cas, on ne voit pas ça, je ne pense pas au Québec ou au Canada, mais dans certains pays, il y a une prime à la publication dans des journaux de grande qualité. Donc, le chercheur qui publie ou la chercheuse publie, par exemple, dans une revue comme Nature ou Science, va avoir un bonus de plusieurs milliers de dollars dans certains cas. Donc, ça aussi, là, peut-être que des fois, ça incitait certains groupes à peut-être tourner les coins ronds un tout petit peu, là, et ça, bien sûr, c'est pas en lien, c'est pas en phase avec la conduite responsable en recherche. Parce qu'ils veulent publier à tout prix, c'est ça? Publier à tout prix est publié aussi dans les revues les plus prestigieuses. Donc, oui, tu as de bons résultats, mais tu essaies de les faire mousser un peu plus là, pour que ça aboutisse dans les journaux les plus prestigieux. Hein, c'est comme si, quand moi je travaillais là, dans mon équipe sur la maladie d'Alzheimer, beaucoup, maladie mentale, ben, finalement, les grandes lignes dans les journaux, c'est « Ah, Quirion a découvert un médicament miracle pour l'Alzheimer ». Donc, c'est pas ça. Mais des fois, on mousse un petit peu trop, on essaie de vendre notre science ou l'université essaie de vendre la science de ses chercheurs. Et ça peut être dangereux. Mais justement, si on revient un petit peu à votre expérience personnelle en tant que chercheur en neurosciences, est-ce que vous avez déjà été tenté de tourner les coins ronds ou peut-être sans être vraiment tenté, justement, vous, de vous dire que ça simplifierait un peu votre démarche de peut-être tourner quelques coins ronds ou de faire quelques entorses à l'éthique? Est-ce que c'est des réflexions que vous avez déjà eues? Je pense qu'on en discutait beaucoup en équipe, dans le laboratoire, dans mon équipe. J'avais une équipe qui était quand même relativement importante, plusieurs étudiants, postdocs de partout dans le monde. Moi, j'étais, je dois dire, très chanceux. Et peut-être la remarque que des collègues pouvaient me faire des fois que je publiais trop. Parce que mes jeunes chercheurs, mes étudiants étaient vraiment fabuleux. J'étais très... Pour moi, je le dis souvent, c'est ma famille scientifique. Je suis très fier d'elle, des deux. Il y en a peut-être près d'une centaine un peu partout à travers le monde. Et j'ai été quand même très chanceux. Et j'essayais, autant que faire se peut, de ne pas mettre trop de pression sur les étudiants. Mais j'avais la chance aussi d'être très bien financé. Donc, j'avais quand même un laboratoire qui tournait très, très bien. J'ai été chanceux de ce côté-là. Fait que j'ai peut-être moins eu de pression à l'interne là, pour dire, ben là, ma subvention ne sera pas renouvelée, j'ai besoin de 3 publications de plus. Je n'ai pas été vraiment dans ce genre de situation-là, heureusement. Mais je comprends que pour quelqu'un qui commence maintenant, c'est encore plus compétitif que ce l'était dans mon temps. Donc, des fois, c'est court le temps. Lorsqu'on a une première subvention sur 2-3 ans, et puis on doit produire rapidement, bon, peut-être qu'on met de la pression sur les étudiants davantage que moi je pouvais en mettre il y a quelques années. Ouais, vous êtes bien placé, en tout cas, pour savoir que des fois, ça peut être tentant d'avoir l'intégrité un peu molle. Mais vous parliez de vos étudiants, justement. La reconnaissance de l'apport de ces étudiants-là aux travaux de recherche, ça, est-ce que c'est problématique au Québec? Est-ce que parfois, il y a certains chercheurs qui, là encore, passent un petit peu tout droit quand vient le temps de donner le crédit, finalement, à ceux qui ont alimenté cette recherche-là? Je pense qu'en termes de conduite responsable en recherche, à cet élément-là, il y a toujours des exceptions, là, une très petite minorité, mais la grande majorité de nos chercheurs, de nos professeurs dans toutes les disciplines reconnaissent les contributions des étudiants post-doc. Donc, de ce côté-là, d'avoir les noms sur les publications, les noms des étudiants, même très souvent, c'est l'étudiant qui est comme premier auteur. Donc, ça,
Dans la majorité des cas, là, on n'a pas beaucoup de problèmes et depuis l'adoption de conduite responsable en recherche, par exemple, c'est des cas très, très, très rares où là, l'étudiant n'a pas été reconnu à sa juste valeur par le prof. Là. Donc ça, je pense que on est quand même assez bien positionné ici au Québec et au Canada de ce côté-là. Parfait. Puis vous faisiez référence au fait que combien de fois on a annoncé que vous aviez découvert le traitement contre l'Alzheimer. Les médias qui souvent sont en quête de gros titres, est-ce que ça peut directement ou indirectement être une menace aux bonnes pratiques en recherche, puis favoriser peut-être l'emprunt de certains raccourcis? Je pense que là, il y a probablement de la formation à faire, des gens comme toi qui ont une expertise côté journaliste scientifique, peut-être aussi avoir peut-être davantage de formation dans nos universités par rapport à tout ça, dans le monde journalistique aussi, là où il y a aussi énormément de pression de plus en plus sur les journalistes pour faire la une. Et je dirais au niveau de nos universités, des dirigeants des universités ou des centres de recherche, de faire un peu attention là, lorsqu'ils font la promotion des découvertes de leurs chercheurs. Là. Souvent en arrière, il y a un peu de travail relié là, à la fondation de l'université ou de l'hôpital qui veulent aller chercher des dons de donateurs très importants. Donc, de dire, ben là, Quirion, vous voyez, il vient de faire une découverte fabuleuse sur l'Alzheimer. Puis finalement, ce que je faisais, c'était de la culture de tissu ou des études chez l'animal. C'était un peu loin de l'homme. Là. Et ça, très souvent, on a vu des découvertes miracles pour différents types de cancers, différents types de maladies. Et on coupait de ce côté-là, du côté journaliste, du côté de l'université, essayait de vendre un peu trop là, les résultats sans mettre les bémols en disant ben, ça reste des études chez l'animal, il faut confirmer ça chez l'homme, c'est des années d'études de recherche après les résultats chez l'animal. Donc ça, des fois, on a tendance à peut-être trop vendre ce genre de salade-là dans nos universités. Mm-hmm. Puis bon, je pense qu'on achève l'espèce de portrait de la situation. Mais je ne peux pas ne pas vous parler on en a eu un exemple avec le développement des vaccins. Quand les conditions gagnantes sont réunies, la recherche peut avancer très rapidement. Jusqu'à maintenant, le vaccin qu'on avait développé le plus rapidement, c'est celui contre les oreillons. Ça avait quand même pris quelque chose comme 4 ans. Avec la COVID-19, c'est moins d'1 an. Donc, une recherche en mode accéléré comme ça, dont on profite maintenant avec la vaccination, c'est certain que ça permet de profiter des bienfaits plus rapidement, de sauver des vies plus rapidement, mais est-ce que ça la rend plus à risque de développer des failles d'intégrité? C'est assez exceptionnel, l'histoire du développement des vaccins contre la COVID-19. Là. Dans quelques années, pour moi, ça va faire partie des livres d'histoire de la science, là, aussi bien que la conquête de la Lune. Et ce qui a aidé énormément, c'est vraiment la science ouverte. Donc, le libre accès aux données, la science ouverte partout dans le monde. Les collègues chinois en génomique ont mis la séquence de virus disponible à tout le monde très rapidement. Donc, les gens ont travaillé, le secteur privé, le secteur public ont travaillé main dans la main pour développer les vaccins, en particulier les vaccins à l'ARN. Mais il faut savoir qu'en arrière de tout ça, ça faisait 25-30 ans là, que les chercheurs spécialistes de l'ARN travaillaient là-dessus. Là. Ce n'est pas arrivé par magie. C'est pas aussi nouveau qu'on a tendance à le croire parfois. Nous, on pensait que ça arrivait comme... Mais s'il n'y avait pas eu cette recherche fondamentale-là depuis plusieurs décennies, on n'a pas eu ce résultat-là. Donc là, les conditions étaient bien réunies pour vraiment être capable d'accélérer en travaillant ensemble davantage et aussi en prenant pas en coupant les coins ronds. Je pense que l'excellence était là, puis on le voit avec la qualité des vaccins, là. Mais c'est prendre des risques du côté, par exemple, privé ou public, où là, plutôt que d'attendre les résultats de chaque étude, ils ont développé des choses en parallèle en disant, on pense que ça va fonctionner, donc on va commencer dès maintenant à produire des milliers de doses de vaccins. En général, on attendait d'avoir toutes les démonstrations avant de démarrer le processus de production en masse de ces vaccins-là. Donc, on a réussi aussi, en prenant un peu de risque, le partage de risques public-privé, parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains ont investi, le gouvernement américain, des sommes fabuleuses là,
pour accélérer tout ça aussi. Donc, il y a plusieurs conditions qui ont été mises ensemble qui ont fait que ça a accéléré. Et moi, j'espère que ça va continuer, que cette science ouverte-là va continuer au cours des décennies à venir. Parfait. Et si on se concentre un petit peu sur le Québec, ses particularités peut-être, on entend très, très peu parler, ou même à peu près pas, parler de gros scandales de manquement à l'éthique ou de recherches frauduleuses comme ça a été le cas ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est parce qu'il y en a vraiment moins ou peut-être parce que nos institutions sont très discrètes quand vient le temps de rendre public des inconduites qui sont commises entre leurs murs? Je pense qu'il y en a pas beaucoup, il y en a moins depuis qu'on a lancé nos règles sur la conduite responsable en recherche. Les universités et les collèges ont pris ça au sérieux et beaucoup de formations. Nous, on a travaillé beaucoup avec les équipes dans les universités aussi, comme avec l'Université Laval, bien sûr, énormément de travail avec les collègues là-bas pour sensibiliser un peu tout le monde, là. Oui, les administrateurs de la recherche, mais aussi, bien sûr, chercheurs, chercheuses, les étudiants. C'est quoi là, la conduite responsable en recherche, donner des formations. Et je pense que de sensibiliser tôt dans le cursus, tôt dans la carrière d'un chercheur, ça nous a permis là, de diminuer. C'est sûr qu'il y en a, on en voit à chaque année, il y en a quelques cas, mais des cas aussi marqués qu'on peut avoir vu dans certaines régions du monde. Là, on n'a pas eu ça ici. Je pense que les universités sont très sérieuses. Le lien qu'on a avec les universités du côté conduite responsable, c'est vraiment eux, c'est à eux là, de vraiment, à l'interne, d'évaluer tout ça. Et par la suite, lorsqu'il y a évidence de manquement, là, ça arrive chez nous pour une étude plus détaillée. C'est la même chose au fédéral aussi. Fait que je pense que les politiques au Québec et les politiques au niveau fédéral sont assez semblables, ce qui fait que tout le monde est sensibilisé tôt dans le processus, là. Et est-ce qu'on a été chanceux? Bien, je pense qu'une question de formation comme ça, et bien sûr, on reste à l'affût, là, et on ne veut pas que des cas très graves arrivent parce que c'est sûr que ça remet en doute là, la confiance du public lorsqu'il y a des cas dramatiques comme ça qui arrivent dans différentes régions du monde. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui nous distinguerait au Québec selon vous? Est-ce que c'est simplement qu'on est mieux sensibilisé qu'ailleurs ou il y a d'autres éléments? La question sensibilisation, la question c'est une petite communauté. Globalement, si on pense à l'échelle mondiale, on est quand même une petite communauté. Et une des particularités du Québec, et on le voit beaucoup lorsque les collègues font des demandes au niveau fédéral ou à l'international, il y a énormément de collaboration. Bien sûr, la science, c'est compétitif, là, mais il y a beaucoup de collaboration entre les différentes équipes un peu partout sur le territoire québécois. Donc, depuis longtemps, les fonds de recherche du Québec ont favorisé les collaborations par des regroupements stratégiques, des réseaux. Et ça, plusieurs collègues dans d'autres provinces au Canada et dans divers pays sont un peu jaloux de ça, là, parce qu'on s'est habitué à collaborer. Et là, probablement que le chercheur à l'université X et l'autre à l'université Y, ben, il se dit, faut respecter les règles, il faut vraiment. Et de ce côté-là, peut-être parce qu'on avait moins de moyens, on n'avait pas des dizaines de milliers de millions là, pour faire du côté recherche. Donc, étant donné qu'on travaillait beaucoup en collaboration, ben là, les collègues nous regardent et si on ne respecte pas les règles, ben on joue, c'est dangereux de jouer un peu un double jeu là, de ce côté-là. Fait que, il y a une validation, je pense, des résultats de recherche par des collègues dans différentes universités avant que les publications soient soumises là, à différents journaux scientifiques. Mm-hmm. Puis, on y arrive enfin, justement, comment mieux favoriser cette conduite responsable-là en recherche, peut-être justement avec des leviers structurels. Ce serait quoi la place, justement, des questions d'éthique et d'intégrité scientifique dans de futures orientations stratégiques? Par exemple, la prochaine stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation ou le rapport sur l'université du futur. Est-ce qu'il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à ces questions d'éthique-là? Et aussi les plans stratégiques des fonds de recherche. Là, on recommence les travaux aussi. Pour produire. Pas nécessairement qu'il va y avoir beaucoup de pages, mais c'est des éléments importants. Là, on a un bureau qui est centré sur ça au niveau des fonds de recherche. C'est la même chose au fédéral. C'est la même chose dans les universités. Donc là,
de bonifier. Encore une fois, on va parler de formation à tous les niveaux et pas la formation de dire on l'a fait une fois, j'ai plus besoin de le refaire. Bien, avoir des formations, des mises à jour. Là, on commence à travailler, nous, sur la version, je pourrais dire 2.0 de conduite responsable. Il va probablement avoir certains ajustements. Si on pense, par exemple, tout ce qui est libre accès, maintenant, ça va changer quand même les choses, les libre accès aux publications, les revues prédatrices qui existaient moins avant. Maintenant, il y a beaucoup de journaux qui existent, qui sont là juste pour faire de l'argent là, et qui ne regardent pas vraiment la qualité des publications. Donc, c'est un volet qu'on avait un petit peu moins. Donc, une formation des professeurs et des chercheurs et des étudiants là-dessus important. Et peut-être, et là, c'est un peu différent, mais au niveau des universités, on parle beaucoup de formation, mais peut-être qu'on va être obligé de commencer à réfléchir aussi tout ce qui est mémoire de maîtrise et thèse de doctorat. Je pense que dans plusieurs disciplines, maintenant, c'est ce qu'on appelle des thèses par article. Donc, c'est finalement là, des articles publiés dans des journaux scientifiques, on les met ensemble, ça fait l'histoire pour notre thèse de doctorat. Très souvent, dans plusieurs programmes, on mentionne le nombre d'articles. Donc, pour être considéré pour un doctorat, on a besoin de 4 articles ou 5 articles. Et ça met une pression pour produire ces 4 articles-là pour le jeune ou la jeune étudiante qui travaille là-dedans. Donc, je pense qu'on devrait aller plus vers la qualité que la quantité. Avoir un très, très bon article, par exemple, si un étudiant, une étudiante avait développé un vaccin à l'ARN contre la COVID, peut-être pas besoin d'avoir 4 articles. Les 3 autres. Et ça, il n'y a pas beaucoup de flexibilité dans les programmes pour l'instant. C'est soit une thèse traditionnelle ou une thèse par article. Là, c'est lorsqu'on est par article, c'est des nombres. Donc, je pense qu'on va être obligé de réfléchir là-dessus parce que ça met une pression sur les étudiants pour dire, ben oui, si je veux écrire mon doctorat, finaliser mon doctorat, ben, j'ai besoin de 4 articles. Ça, c'est un peu dommage. Parce qu'on valorise vraiment le quantitatif là, au moment où on se parle. Oui. Et ça pour nous aussi au niveau des fonds de recherche, c'est vrai au Québec, mais je pense qu'au niveau fédéral, ça s'en vient aussi. Là, lorsqu'on va regarder, lorsque les gens vont évaluer des propositions de recherche, lorsqu'on regarde la productivité du chercheur, ben, pas être basé sur le nombre de papiers qui ont été publiés, mais leur demander, dites-moi là, au cours des 3-4 dernières années, vos 3 meilleurs papiers et pourquoi, et s'assurer que les arbitres qui regardent tout ça les lisent aussi. Parce que très souvent, maintenant, on regarde le facteur d'impact, puis on dit, il a publié 10 articles, puis on fait de la comptabilité, mais ça, on n'a pas besoin d'expertise de chercheurs pour faire ça. Donc ça, il y a un changement de culture de ce côté-là à faire aussi. Ouais. J'ai 2 petites questions, en fait. Cette formation-là, cette sensibilisation-là, est-ce qu'elle survient très tôt dans le parcours éducatif d'un chercheur en devenir? Est-ce qu'on est sensibilisé tôt à ces questions-là ou ça arrive seulement au doctorat? Non, c'est vraiment... souvent, lorsqu'un étudiant commence, par exemple, à la maîtrise, il va avoir des formations de ce côté-là, conduite responsable. Je porte strictement là-dessus. Là. Comme par exemple, si c'est un projet de recherche, il y a l'utilisation des animaux, ben là, il va y avoir aussi il y a toutes sortes de protocoles et de formations à suivre. Même chose s'il y a des études avec des sujets humains, aussi tout ce qui est éthique du côté recherche clinique avec des humains. Donc, il y a une formation très, très tôt dans le cursus là, au niveau des universités. Okay. Puis vous parliez justement peut-être d'un virage vers... bref, qu'on privilégie plus le qualitatif que le quantitatif quand vient le temps d'évaluer les étudiants. Parce que concrètement, comment on fait pour développer ça dans le sens où au moins le quantitatif, ça a le mérite d'être objectif. Il y a 4 articles, il y en a 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 3. Si on veut prendre ce virage-là, comment on fait, par exemple, pour vraiment avoir des évaluations justes et, par exemple, ne pas se laisser influencer par la réputation d'un chercheur qui, ben, là encore, repose souvent par ricochet sur la quantité de publications ou des biais inconscients qui peuvent être nombreux. Est-ce qu'il existe des outils de contrôle de la qualité, mettons? Oui, c'est un changement de culture, changement de façon de faire et ça commence là. Certain qu'il y a eu peut-être, à mon avis, un peu de dérive au cours de la dernière décennie, je dirais, là, en parlant beaucoup de facteurs d'impact, donc dans les revues très prestigieuses,
facteur d'impact élevé. Donc, publié dans Nature, tu as un facteur d'impact de 30. Mais ça ne veut pas dire que tous les articles qui sont publiés dans Nature sont d'excellente qualité, là. Ça peut être bon, mais donc, de moins se centrer sur le facteur d'impact d'une revue, mais plus ce qui est vraiment dans la publication. Donc, trop souvent, dans le passé, c'était pas juste ici, là, vous voyez beaucoup en Europe aussi, c'est que les arbitres, oui, bien sûr, lisaient le projet de recherche, la proposition de projet de recherche, et lorsqu'ils regardaient la productivité du chercheur, ben, ils disaient, ah, il a publié 10 articles dans des journaux avec des facteurs d'impact de plus que 10, donc il est bon, sans lire les articles. Donc maintenant, il y a des, par exemple, des grandes fondations comme la Fondation Gates, par exemple, et d'autres, là, qui commencent à dire, ben moi, je n'ai pas besoin de savoir combien vous avez publié d'articles. Dites-moi quels sont vos 3 ou 4 meilleurs, pourquoi, et là, les arbitres sont obligés là, de lire les articles et de dire oui, c'est vrai que c'est très, très bon et tout ça. Donc, Alice, ça demande un certain temps de faire ça, mais d'après moi, c'est beaucoup plus justifié que se baser sur le titre d'un papier ou sur le facteur d'impact de la revue, là. Donc, ça va prendre un certain temps. C'est un changement de culture de ce côté-là. Mais je serais curieuse de vous demander justement si on bifurque un peu plus vers ce modèle-là, où des gens évaluent pour vrai le contenu. Bon, c'est certain que l'objectivité, la neutralité, ce sont des idéaux communs, aussi bien en journalisme qu'en recherche. Mais moi, je suis bien placée pour le savoir en journalisme parce qu'on est des humains. Évidemment, notre expérience, notre bagage vont teinter notre perception, la manière des fois dont on rapporte l'information. Bref, l'objectivité pure, je pense que ça n'existe pas. Puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est un peu aussi le cas en recherche? Puis forcément, si on s'en va vers ça, il va aussi on ouvre la porte à une certaine subjectivité dans les évaluations, mais peut-être aussi que ça peut être une force plutôt qu'une faiblesse. Bref, j'aimerais vraiment ça vous entendre là-dessus. Oui, je pense qu'il reste que encore il y a probablement même maintenant une certaine subjectif un petit peu, là. C'est certain qu'on a tous, oui, on aime plus certains types on est plus familier avec certains types de recherches que d'autres, donc peut-être ça peut biaiser un petit peu. Il y a de plus en plus de formations aussi du côté des biais inconscients, là, que ce soit du côté du genre, que ce soit homme-femme, etc. Ça aussi, donc ça éveille un petit peu. Et peut-être un garde-fou qu'on a beaucoup, lorsqu'on est sur des comités de pairs, on a des collègues, là, on a 7, 8, 10 collègues autour de la table et on ne veut pas avoir l'air d'un imbécile. Là. Fait que si on compte des histoires en disant ben, moi, je trouve ça tellement fabuleux, là, et là, les collègues commencent à dire ben, ouais, oui, mais là, t'exagères. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi là, de respect entre collègues et de faire attention parce que je dois dire que lorsque les premières fois qu'on est sur des comités comme ça, des comités de pairs, c'est stressant parce qu'on ne veut pas passer pour un imbécile. Donc, on veut faire un bon travail et que ça soit justifié. Si on dit qu'on aime vraiment, il faut que ce soit vraiment justifié, qu'on soit capable de le défendre. Donc, un peu un garde. Avec des faits, là. Ouais. Parfait. On parlait justement du modèle de publication actuel. Vous en avez glissé un mot avec les facteurs d'impact, tout ça. Est-ce que ce contexte-là dans lequel plusieurs résultats de recherche sont publiés, gagnerait lui-même complètement à être revu? Est-ce que le modèle traditionnel des revues très prestigieuses, c'est encore le plus pertinent? C'est certain que je pense qu'on est tous, comme chercheurs, lorsqu'on réussit à publier dans ces revues-là, on est quand même très contents, parce que c'est quand même des revues de haut niveau. Là, maintenant, on s'en va un peu plus et la pandémie a fait accélérer ce phénomène-là de libre accès aux publications scientifiques et de sciences ouvertes. Donc, nous, on vient d'accepter, d'approuver, je veux dire, au niveau des 3 conseils d'administration des fonds de recherche qu'on appelle la coalition S, le plan S, pour aller en libre accès. Donc, on va commencer lentement, mais sûrement, dans l'évaluation par les comités de pairs, de valoriser davantage des papiers, des publications dans des journaux en libre accès. Et des fois, les collègues, les chercheurs disent « Oui, mais il n'y en a pas de bonne qualité. » Mais maintenant, ce n'est pas vrai. Il y a de plus en plus de journaux qui sont en libre accès, qui sont de très grande qualité. Donc, je pense que lentement, ça va se changer vers ça. Et les grands journaux comme Nature Science, là, ils s'en vont eux aussi en libre accès.
dans plusieurs cas, mais il faut payer. Pour l'instant, c'est très cher. Le modèle d'affaires fait que pour publier en libre accès dans ces revues-là, c'est des milliers de dollars. Mais je pense qu'à terme, ça va changer, puis ça va devenir vraiment les libre accès des journaux de qualité, comme il en existe quelques-uns, et ça va vraiment coûter pas plus cher que ça coûtait de façon habituelle publier dans des journaux traditionnels. Donc, encore là, c'est un changement de culture qui va prendre un certain temps. Ça aussi, vous en avez glissé un mot. À l'inverse du piège des revues prestigieuses dans lesquelles on veut publier à tout prix, il peut y avoir le piège des revues prédatrices. Comment on évite aux chercheurs de tomber dans ce piège-là? Oui, ça, c'est une très bonne question aussi. C'est vrai pour les chercheurs et les étudiants, parce qu'il y a énormément de revues, énormément de journaux qui ont été créés au cours des dernières années. Et ce n'est pas toujours simple de reconnaître que c'est une revue prédatrice ou non, là. Donc là aussi, il y a de la formation. On commence à travailler avec ça au niveau des fonds de recherche, là. Et même moi, qui n'ai pas publié là, dans des journaux scientifiques depuis quelques années, je reçois presque à tous les jours encore des invitations de différents journaux à écrire. Et des fois, ça n'a rien à voir. Ils vont recevoir un courriel pour de la microélectronique. Je vais mettre là-dedans. Mais c'est partout, partout. Et des fois, ce n'est pas simple. Et ils font des millions. Ces éditeurs-là font des millions. Souvent, c'est basé en Inde, en Chine, etc. Mais ce n'est pas simple. Ils ouvrent des bureaux, par exemple, pour ouvrir un bureau au Canada, c'est une adresse dans le centre d'achat, puis il n'y a jamais personne là. Et fait qu'il faut de la formation. Je pense que là, c'est un phénomène relativement nouveau. Donc, informer, et il y a par exemple un professeur à l'Université McGill, lui, qui travaille vraiment là-dedans, là, pour mieux reconnaître. Il y a aussi Vincent Larivière à l'Université de Montréal. Donc, pour dire, bon, faites attention, là. Vous pouvez vous monter un CV très rapidement, mais il n'y a pas de revision. Ils vont publier n'importe quoi. Ils vont te nommer sur le comité de rédaction, mais c'est vraiment tout de la frime. Ils sont habiles, je veux dire, j'imagine que vous les voyez venir quand même, là, vous ne tombez pas dans le panneau, mais est-ce que parfois c'est tellement habilement amené que ça peut vraiment flatter l'ego? Oui, non, c'est sûr, ça va. On a, des fois, l'anglais n'est pas très bon, c'est souvent en anglais. L'anglais n'est pas très bon, puis donc ça peut être un premier élément en disant, fais attention. Et là, des fois, en plus des revues, ben, ils vont organiser des congrès internationaux. Et là, on va dire, alors, on va avoir un congrès international sur tel sujet, vous allez être un des conférenciers prestigieux. Et il y a des gagnants de prix Nobel qui ont été pris là-dedans aussi, là, qui se sont fait prendre, ou des chercheurs très connus qui se sont trouvés quelque part, comme par exemple, c'est arrivé à Toronto une fois, là, à l'aéroport à Toronto, bien rien. Tu t'en vas là dans le sol d'hôtel près de l'aéroport, puis c'est de la frime, il n'y avait absolument rien. Mais eux utilisent ça là, par la suite, puis ils te demandent à chaque fois, bien sûr, 1 000, 2 000 $ pour participer à ce congrès-là, fait qu'ils font de l'argent aussi. Donc, mais c'est un phénomène relativement nouveau et il faut avoir davantage de formation et d'information dans nos universités, là, parce que c'est pas simple. Et comme tu disais, ils sont brillants, ces gens-là. C'est un peu comme les hackers sur l'Internet, si on veut. Là, on ferme des portes puis ils en trouvent d'autres. Ils sont très inventifs. On a beaucoup parlé d'une science de plus en plus ouverte. Est-ce que c'est difficile de favoriser l'accès aux données tout en préservant la confidentialité des participants aux recherches? Ça doit être quelque chose d'assez... je ne sais pas si c'est difficile à concilier, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Oui, ça, c'est certain que c'est un... Donc, il y a le volet accès aux données gouvernementales, par exemple, pour la recherche, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation, les finances, etc. Donc, il faut trouver des façons de rendre ces données-là plus facilement accessibles aux chercheurs parce que, par exemple, dans le système de la santé, ça peut améliorer l'organisation des soins et services dans le réseau de la santé. Mais on doit le faire, bien sûr, en protégeant l'identité. Et on a eu quelques problèmes au Québec au cours des 2 dernières années. On peut penser à Desjardins, mais il y en a d'autres. On vient de la petite enfance là, cette semaine. C'est certain qu'il faut trouver une façon de bien protéger ces données-là. Ça se fait. Ça se fait, par exemple, il y a un mécanisme en Ontario qui est quand même assez bien,
au Danemark sont vraiment bien. La France vient de mettre un nouveau mécanisme. Donc, de dire oui, on protège l'identité, on ne peut pas vraiment là, connaître l'identité d'une personne, c'est vraiment des données dénominalisées, mais est-ce que c'est sécuritaire à 100%? Ben, non, mais ce n'est pas sécuritaire à 100% non plus lorsque c'est sur du papier. Quelqu'un peut passer et ramasser le dossier. Puis, il faut maintenant trouver une voie mitoyenne qui va assurer presque pas à 100%, parce que je me dis ça n'existe pas, mais à 90-95%, que jamais on va avoir accès au dossier ou au nom d'une personne pour aider finalement que les chercheurs puissent aller dans ces données-là et vraiment là, aider en termes d'organisation de soins de santé, aider du côté de l'éducation primaire secondaire, mais ça reste encore un dossier lourd au Québec, c'est encore compliqué tout ça. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas de réponse simple. Si je vous posais la question, ben, on fait comment? Quels outils ou quelles politiques peuvent faciliter ça? Bien, ça s'en vient. Je pense qu'il y a un nouveau projet de loi qui vient d'être déposé il y a quelques jours, le projet de loi 95 là, par le ministère. Donc, je pense qu'on essaie d'avancer de ce côté-là au Québec. Et pour l'instant, c'est vraiment des données qui, éventuellement, ces banques de données-là, seraient accessibles aux chercheurs en milieu académique. Ce n'est pas du tout accessible pour le privé. Là. Donc, ça reste vraiment pour la recherche en milieu académique. Et par exemple, on investit énormément en intelligence artificielle. Ben, il y a des façons d'utiliser ça et ça se fait dans des pays européens. Là. On pourrait peut-être aussi aller vers ça éventuellement, là, tout en protégeant, en étant sûr qu'on protège l'individu en arrière de tout ça. Parfait. Finalement, l'intégrité, là, ça ne s'acquiert pas avec un mode d'emploi. Bien sûr, il faut mieux informer, mieux sensibiliser tout ça, mais c'est vraiment, je pense, en développant des réflexes très tôt. Je ne sais pas si je vous demandais quels seraient les réflexes les plus essentiels, selon vous, qu'un chercheur doit apprendre à développer, là, si on y va très succinctement. Ben, c'est vraiment lorsqu'on regarde des résultats de recherche, de se poser des questions. Des fois, il y a des résultats qu'on comprend moins bien. Se poser des questions et pas nécessairement éliminer ce qui ne nous plaît pas. Donc, c'est une base. Quand tu commences comme étudiant à la maîtrise, par exemple, tu fais des premières expériences. Et là, avec le mentor, avec les professeurs, tu regardes les résultats. Et là, le mentor devrait dire, oui, il faut essayer de comprendre les résultats, il faut et pas éliminer 3-4 des résultats qui ne nous plaisent pas. Là, en disant, ben, celui-là, on va l'enlever, puis ça va augmenter, la moyenne va être beaucoup plus solide. Donc, le répéter et voir est-ce qu'on revoit un peu la même chose, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des erreurs aussi lorsqu'on commence en recherche, mais important de répéter et pas d'éliminer les résultats qui nous semblent un peu particuliers au point de départ. Et ça, je pense que ce serait une première consigne de vraiment aussi le faire en équipe. Donc, tu n'es pas là, toi, tout seul, là, sur ton ordinateur, par exemple. C'est sûr qu'à distance, avec la pandémie, peut-être un peu plus compliqué, mais vraiment avec des collègues. Donc, tu en as d'autres dans l'équipe, d'autres étudiants avec toi, tu peux leur parler un peu de ça. Et avec le prof aussi. Si jamais le directeur ou la directrice de thèse dit « Ouais, mais occupe-toi pas de ça, je vais m'arranger », ça, ce n'est pas un bon signe non plus. Il faut vraiment travailler en équipe de ce côté-là et ça permet en bon franglais, des check and balance pour être sûr que tout le monde fait attention en plus de la formation, bien sûr, comme on disait. Là. Mais vous évoquez justement le fait que le chercheur n'est pas tout seul avec lui-même à traiter ses données, que bon, c'est un travail d'équipe. Pour plusieurs personnes, quand même, le monde de la recherche, c'est un univers assez mystérieux, mais il y en a beaucoup qui ont encore l'image du savant fou qui trame tout seul sur son problème pendant des années, puis qui un jour s'exclame « Eureka ». D'autres qui ont une vision carrément conspirationniste là, du monde de la recherche financée par les méchantes pharmaceutiques. Comment on peut réussir à créer des ponts plus solides entre les chercheurs et le grand public pour démystifier justement un peu cet univers-là? Oui, c'est aussi très, très bonne question et on encourage depuis un certain temps, là, nous on a 2-3 programmes, le programme Dialogue par exemple,
encourage les chercheurs, les étudiants-chercheurs à parler de leurs recherches avec leurs concitoyens, avec le grand public. Et on le reconnaît. Donc, d'avoir des sections dans les demandes de subventions, par exemple, qui vont être bien sûr le projet de recherche, on a parlé des publications, mais aussi activités de ce type-là, activités là, un peu à l'extérieur de formation académique habituelle. Et là, on dit, c'est pas juste OK de faire ça, on vous donne des points aussi si vous le faites. Donc, avoir aussi là, de valoriser davantage ce genre d'activité-là. L'autre programme qu'on vient de développer, c'est le programme Engagement. Donc, c'est le citoyen qui fait une proposition de recherche. Et nous, on va essayer de l'associer avec des chercheurs. Et là, il faut avoir des moyens pour développer cette idée-là. Et en bout de ligne, d'ici peut-être une année ou deux, avoir certains résultats de recherche. Mais pour moi, le résultat de recherche, c'est pas ce qui est vraiment important ici. C'est vraiment de mieux faire comprendre la méthode scientifique un peu à nos concitoyens. Donc, ce n'est pas le résultat du jour là, dans la presse ou le New York Times. C'est vraiment, encore une fois, c'est un processus. Il faut répéter, il faut bâtir lentement mais sûrement et d'impliquer nos concitoyens là-dedans, dans cette démarche-là. Je pense que ça va être intéressant pour eux, mais aussi ça va être gagnant pour la science au Québec. Là. Et on est chanceux globalement, peut-être toi tu le vois bien aussi, le public en général est très, très intéressé. Des fois on dit « Ah, on comprend pas », mais il y a beaucoup d'intérêt au Québec. On est quand même chanceux de ce côté-là, de la part de nos concitoyens, et ils posent des bonnes questions. Des fois, on est avec nos collègues, puis on se pose des questions très pointues. Mais lorsqu'on arrive avec quelqu'un qui n'est pas là-dedans, puis ça m'arrive aussi même avec des élus, avec des députés ou des ministres, là, oui, mais pourquoi ça? Et là, dire, oh! Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Fait que je pense que de ce côté-là, la science participative, là, des fois on l'appelle la science citoyenne, d'impliquer davantage les citoyens dans une démarche scientifique, je pense que ça va être gagnant pour tout le monde. Vous dites que vous voulez valoriser cette transmission de l'information-là des chercheurs au grand public. Est-ce que ça devrait carrément être une responsabilité pour un chercheur de faire ça? Même pas juste valoriser, là, mais est-ce que vous le voyez comme une responsabilité, vous? Parce que, bon, moi, je pense à certaines expériences personnelles, c'est vraiment pas la norme, mais c'est arrivé à quelques reprises qu'on me refuse une entrevue. Puis pas juste à moi, là, qu'on refuse en général des entrevues avec les journalistes. Bon, je ne donnerai pas de nom, mais même des fois qu'on me dit qu'on ne le fera pas si on n'est pas payé. Très, très, très isolé en 20 ans de carrière. Mais bref, selon vous, est-ce que c'est une responsabilité des chercheurs de se livrer à cet exercice-là? Oui, j'aimerais bien que ça soit vu comme une responsabilité. Et je pense que là, si on va vers ça, c'est pour nous aussi de mieux former les chercheurs en termes de communication scientifique, d'interaction avec les journalistes, parce que certains ont plus de facilité, d'autres, c'est compliqué. Des fois aussi, quelqu'un peut avoir une première expérience qui n'est pas nécessairement très positive, qui leur donne une entrevue à un journaliste et puis tu trouves la première page du journal où là, tu dis, c'est pas vraiment ça que j'ai dit. Là. Bon, j'ai été mal cité, le fameux, j'ai été mal cité. Mais je pense qu'il y a une certaine responsabilité pour nous, chercheurs, là, scientifiques, c'est quand même c'est des taxes du public. Là. Fait que de redonner au public, je pense qu'on a une responsabilité là-dedans, mais peut-être qu'au niveau des universités, des fonds de recherche, on a aussi la responsabilité, nous, de mieux former les professeurs, les étudiants du côté de la communication scientifique. Puis, rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va aller vers les questions de ceux qui nous écoutent et nous regardent. Mais justement, mon Dieu, j'ai une question très complexe que je dois poser très simplement. Mais comment concilier la rigueur scientifique? Vous parliez des mal cités, je sais qu'il y en a beaucoup. La rigueur scientifique et l'intérêt du grand public qui des fois ne veut pas que ça soit trop aride. Ça se fait de concilier ces deux intérêts-là, finalement, d'accepter de tourner peut-être les coins un peu ronds pour que les gens comprennent, tout en préservant cette rigueur-là. Vous y croyez? Je pense que oui. Je pense que de dire, la science, pour que ça ait une valeur, il faut se baser quand même sur l'excellence. Il faut vraiment. Et je pense que le public, en général, le comprend assez bien. Là. C'est ceux qui ont été perturbés peut-être un peu pendant la pandémie en disant,
Et une journée, ils disent oui, les maths, c'est important, le lendemain, c'est moins important. Mais là, on apprenait cette nouvelle science. En même temps, c'est comme ça que ça marche, la science. Ça permet peut-être de comprendre un peu plus en disant, on n'a peut-être pas toujours les réponses très précises en 45 secondes. On est obligé d'expliquer un peu le processus. Puis des fois, il y a des changements d'idées au cours, parce qu'on a d'autres nouveaux résultats. Mais c'est comme ça que la science se construit, là. Et de toujours rester sur l'excellence, je pense que c'est très important. Parfait. Je pense maintenant qu'on peut aller voir justement du côté de ces questions-là. On a peut-être attisé la curiosité de ceux qui sont avec nous. Je vais céder donc la parole à M. Desnoyers. Oui, parfait. Merci. Bonjour. Ça a été un excellent échange. Et effectivement, on est rendu à l'étape où nous allons passer aux questions là, de notre public. Donc, durant votre échange, Mme Élie, M. Quirion, vous avez quand même fait le tour de la question. Je rappelle le thème, les gardiens de l'intégrité à l'ère connectée là, pour la recherche et la science. On a parlé des taux de succès relativement faibles, des organismes subventionnaires qui mettent une pression indue, je la qualifie d'indue, sur les acteurs de la recherche, la reconnaissance de la part des étudiants en recherche, la relève, qu'est-ce qu'on fait avec notre relève? Les dirigeants des universités, je me sens à peine visé là-dedans, on a aussi à faire attention à la façon dont on présente les recherches de nos chers chercheurs et professeurs. On a vécu avec la COVID littéralement presque un miracle scientifique. On a maintenant des vaccins qui fonctionnent et qui vont nous aider à sortir de cette pandémie-là. Est-ce que ça s'est bien fait? Est-ce que ça s'est fait de façon conforme et éthique? Personnellement, je crois que oui, mais on se retrouve vraiment dans un autre monde avec cette pandémie-là. On a aussi, vous avez parlé de l'objectivité qui n'existe pas. J'ai bien aimé cette notion-là. On est tous humains, on n'est pas parfait, mais la réponse de M. Quirion, je l'ai aussi bien aimée, parce que les comités d'évaluation sont certainement un balancier, là, une autre force, si on peut dire, là-dedans. En anglais, on appelle ça le peer pressure aussi. Alors, c'est un élément très important dans le modèle de science là, que nous vivons présentement. Donc, je pourrais aller comme ça. Là, vraiment, le tour de la question était très complet, mais je voulais donner la parole, si on peut dire, à nos participants qui ont soumis des questions que je vous poserai dès maintenant. Alors, vous m'entendez bien, j'espère, oui. Donc, on a une question de Michel Ouellet. Est-ce que les FRQ adhèrent à la déclaration de San Francisco sur l'évaluation des chercheurs et de l'impact de leur recherche? Et si oui, comment seront implantés ces principes au sein des grilles d'évaluation? Comment les FRQ peuvent-ils favoriser le changement de la culture d'évaluation basée presque uniquement sur les facteurs d'impact des publications? J'ajouterais, de façon très personnelle, que cette question-là s'inscrit, je dirais, dans le nouveau mouvement de sciences ouvertes que l'on vit depuis maintenant plusieurs années, qui semble être un idéal qui n'a pas encore livré tout ce qu'il y avait à livrer, et qui demande certainement une redéfinition de l'excellence. Toute une question. Bonne chance à vous deux. Peut-être que je peux aller dire quelques mots là-dessus. Oui, les fonds de recherche, on a adopté DORA, la déclaration de San Francisco, il y a quelques mois. Et comme j'ai mentionné, on vient d'approuver Coalition Est au mois d'avril. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain. Là, on va avoir énormément de formations dont l'équipe du côté conduite responsable en recherche et éthique, l'équipe de Mylène Deschênes vont faire des tournées au cours de l'année, 2 prochaines années, là, pour aller parler un peu de DORA, parler de Coalition S et comment nous, on va commencer à intégrer ça dans les processus d'évaluation de nos comités, là, donc pour changer cette culture-là. Et c'est certain que pour moi, d'y aller seulement avec des histoires de facteurs d'impact, ça ne marche pas.
Donc, ça va peut-être demander un peu plus à certains de nos membres de comité parce que, comme on le disait un peu avant, on va être obligé de lire les publications qui vont être choisies comme étant, là, que le chercheur va dire, ben, moi, je pense que c'est mes meilleurs et pour quelle raison. Excellence, et des travaux qui sont commencés. Alors, on a un comité intersectoriel étudiant, là, des membres sur chacun des CA, des 3 conseils, et on a commencé des travaux là-dessus et on a déjà eu une discussion stratégique des 3 conseils sur le concept d'excellence. C'est-à-dire quoi l'excellence? Est-ce que c'est ça, publier 3 papiers dans Nature, ou c'est beaucoup plus large que ça? Et la contribution, par exemple, à la société aussi est un facteur qu'on devrait regarder davantage et ça fait partie entre guillemets, de l'excellence. Donc, ça aussi, c'est un gros chantier, je ne cacherai pas. Et puis, certains membres des conseils disent oui, mais on sait c'est quoi l'excellence, là. On regarde puis la qualité des publications, quelques publications. Non, on aimerait aller plus loin que ça et élargir vraiment là, du côté contribution des étudiants et des profs à la société. L'université dans la société, c'est des fonds publics. Donc là aussi, cette définition d'excellence-là, pour être plus inclusive, on veut aller vers ça, mais ça va être un changement de culture. Ça va prendre quelques années, je pense. Oui, tout à fait. Quand on parle de changement de culture, là, on se vire pas sur un dissous rapidement, effectivement. Donc, peut-être une question en suivi par rapport aux données de recherche. Vous avez mentionné que, entre autres, le fédéral est arrivé avec une politique très claire, du moins, il a précisé sa position sur la gestion des données de recherche. Pour le Québec, pour les FRQ, c'est quoi l'avenir par rapport à ça? Oui, certainement, on est en lien étroit là, avec les conseils subventionnaires au niveau fédéral. Par contre, nous, là où on a travaillé beaucoup maintenant depuis une dizaine d'années, je dirais, là, différents projets de loi, et on a commenté plusieurs projets de loi, c'est plutôt par rapport à l'accès aux grandes bases de données gouvernementales par des chercheurs. Le fédéral n'a pas vraiment de juridiction là-dessus. Là. Quand tu arrives au niveau de la santé, par exemple, c'est provincial, l'éducation, c'est provincial. Donc, il faut avoir une façon de faire au Québec de ce côté-là. Et on est un peu en retard, je dirais, par rapport à d'autres régions du monde, où c'est très compliqué. Souvent, ici, on doit demander l'approbation, par exemple, au ministère de la Santé et des Services sociaux, si c'est de la santé, et aussi à la commission d'accès à l'information. Un peut dire oui, l'autre peut dire non. Donc, ça prend souvent ça peut prendre 2-3 ans à avoir d'accès à la banque de données, qui, bien sûr, va être dénominalisée. C'est absolument. Donc là, on essaie maintenant de peut-être moderniser. On travaille avec M. Kerr, M. Dubé, notre ministre Pierre Fitzgibbon pour peut-être faciliter cet accès-là, tout en restant, bien sûr, en s'assurant, bien sûr, qu'on respecte les données personnelles, qu'on ne peut pas identifier l'individu en arrière des données. C'est des grandes bases de données mais ça se fait, encore une fois, ça se fait en Ontario, ça se fait au Danemark, ça se fait en Ukraine, ça se fait dans plusieurs. En France, maintenant, il y a une nouvelle loi là-dessus. Donc, je pense que d'utiliser davantage des grandes bases de données gouvernementales de façon adéquate, là, protégeant l'éthique et la confidentialité, ça pourrait aider en termes d'organisation, par exemple, de notre réseau d'éducation et réseau de la santé. Là. Et ça, on manque un petit peu de ce côté-là. Tout à fait. Les données, c'est une mine d'or présentement là, en 2021 et par la suite. Madame Élie, aviez-vous un commentaire, une question? Parfait. Non, je voyais votre carré entouré. Je croyais que vous aviez... c'est bon. Une question maintenant de M. Luc Beaulieu. Selon vous, pourquoi le Canada ne fait pas comme les États-Unis ou le Royaume-Uni pour contraindre les éditeurs des revues scientifiques de rendre les articles disponibles après 12 mois automatiquement quand la recherche est financée par les organismes publics? Le type d'information que j'ai, c'est que c'est pas aussi carré que ça, je pense, aux États-Unis. National Science Foundation, NIH, ça dépend un petit peu là, des différents programmes. Et ce qu'on voudrait faire, puis avec la coalition S, là, c'est pas une barrière de 12 mois, là. C'est immédiat. Donc, la barrière de 12 mois,
pour moi, à mon avis, c'est dépassé. Faudrait vraiment s'assurer que lorsqu'on va être en libre accès pour vrai, là, quand la publication, tout le monde a accès. Le jour où ça sort dans le journal, et il y en a plusieurs, là, des revues maintenant en libre accès où ça va sortir immédiatement. Donc, il n'y a pas cette barrière de 6 mois ou cette barrière d'1 an, là, parce qu'une barrière d'1 an, c'est maintenant beaucoup trop long. On l'a vu aussi, encore une fois, avec la pandémie, pour aller plus rapidement. Là, et les publications, très souvent, ça a été en libre accès dès le moment de la publication. Ça a permis d'aller beaucoup plus rapidement. Une question que je me permets de vous poser en suivi de celle-là. Le modèle d'affaires des grandes publications, des grands éditeurs qu'on connaît, là, Macmillan, Nature, Science, dans un monde de sciences ouvertes et d'accès, de libre accès, est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'ils vont survivre éventuellement à cette vague-là? Je pense qu'ils vont survivre, mais le modèle va être différent. Et c'est sûr que ces grandes maisons d'édition-là se sont battues bec et ongle contre, par exemple, le plan S ou la coalition S. Là. Moi, j'étais éditeur de plusieurs journaux lorsque j'étais à McGill. Et finalement, pour Elsevier, par exemple, qui est une très, très grande, c'est milliardaire, ils font des milliards de dollars de profit par année. Et quand tu es éditeur de la revue, ben, il n'y a pas de salaire pour ça. Les chercheurs qui revisent ne reçoivent pas d'argent parce qu'ils revisent des publications. Et par la suite, lorsque tu publies dans le journal, tu dois payer pour publier. Et là, tu n'as plus accès aux données. Les données leur appartiennent. C'est un modèle de fou. Donc, de changer ça, de changer le modèle. Et là, ils commencent. Je pense qu'il y a par exemple, l'Allemagne, l'État de Californie, on dit, ben, nous, maintenant, on n'achète plus les revues d'Elsevier ou Krieger. On n'achète plus. Fait que là, oups, si c'était seulement le Québec, c'est sûr que nous, c'est un petit marché. Mais là, ce qui arrive, c'est l'Allemagne qui dit, ben là, aucune des universités va acheter des abonnements à vos revues. Elsevier, ben là, ils bougent. Là, ça fait bouger. Fait que là, ils commencent à changer un peu le modèle et ils s'en vont de plus en plus vers avoir des capacités d'analyse de données plus grande. L'aspect publication va demeurer important, mais ils sont à diversifier leur business, si on veut. Là. Et ils vont survivre probablement de cette façon-là. Intéressant. Autre question de Mme Geneviève Roch. Les indicateurs de performance liés à l'application des connaissances sont plutôt limités et ce type d'activité n'a pas autant de visibilité que certains domaines fondamentaux ou cliniques. Comment encourager la recherche intersectorielle appliquée et l'application des connaissances de qualité? Oui, ça aussi, c'est une très bonne question. Nous, on a développé quelques programmes au cours des dernières années, là, pour ce qui est plus des approches intersectorielles, des approches de transfert de connaissances. Et je pense qu'il y a de l'appétit, parce qu'on reçoit toujours beaucoup de demandes. Mais on doit, encore une fois, là aussi, un changement de culture, hein, et de valoriser, de faciliter ce genre de cursus-là dans nos universités, dans nos collèges. Là. Parce que souvent, moi, je le répétais quand j'étais à McGill, encore une fois, souvent, ce n'est pas nécessairement les recteurs, les administrations, les doyens, là, souvent, ou même les directeurs de département, souvent, c'est plus tes collègues là, qui nous disent, ben, toi, comme biochimiste, tu devrais te centrer sur la biochimie puis arrêter de parler à ces gens-là dans une autre faculté, tu ne gagnes rien à faire ça. Donc, changer cette culture-là aussi de faciliter l'intersectorialité, la multidisciplinarité. Et je pense que si on veut résoudre des grands défis de société, là, comme les changements climatiques, on a besoin des cerveaux, différents types de disciplines qui travaillent ensemble. Mais aussi, il faut que ça soit valorisé davantage dans nos institutions et par les organismes subventionnaires. Nous aussi, on a notre travail à faire de ce côté-là. Une dernière question avant qu'on termine notre activité. À quel changement faut-il s'attendre avec la nouvelle version de la politique des FRQ sur la conduite responsable? Il est un peu tôt. Là, on va être en consultation avec la communauté des chercheurs. Voir ce qu'ils ont aimé, peut-être moins aimé de notre conduite responsable pour avoir une nouvelle version. C'est sûr qu'il va y avoir des volets, comme on discutait un peu avant avec Marie-Pierre, du côté des revues prédatrices. On n'avait pas vraiment. Donc, au moins sensibiliser à tout ça. Le libre accès d'Aura, donc inclure ça dans peut-être un peu plus d'explications dans notre politique dans le futur.
Parfait, merci bien. Puis pour la consultation, venez nous voir à l'Université Laval. On a Sûrement. plein d'idées là-dessus. Donc, Madame Élie, Monsieur Quérillon, je tiens à vous remercier de la générosité de vos idées et pour la qualité de votre échange. Je le fais en mon nom personnel, bien entendu, mais également au nom de tous ici présents et de l'Université Laval. Chers participants, chères participantes, merci de vos questions judicieuses. Désolé, il y a des questions qui n'ont pas pu être répondues. Donc, questions judicieuses et pertinentes et d'avoir pris du temps pour cette activité. Je vous rappelle que vous pourrez entendre à nouveau cette discussion puisqu'elle sera mise en ligne prochainement sur la page web de la semaine sur la conduite responsable. Bonne journée à toutes et à tous. Bonjour. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.